du projet de la baie de Hann. Manque d'assainissement, inondations à répétition, ruelles impraticables, les promesses non tenues alimentent la colère. Autre ambiance, autre pression. Ngor s'interroge sur l'avenir des Almadies, de plus en plus prises d'assaut par des étrangers. Le maire Magueye Ndiaye alerte sur une pression croissante et un sentiment d'insécurité qui gagne du terrain. Il demande une intervention rapide de l'État pour préserver l'équilibre d'un quartier devenu stratégique. Pendant ce temps, sur le front économique, un déficit budgétaire de 12%, une dette qui enfle et des finances au bord de l'essoufflement. Le professeur Amat Ndiaye appelle à un redressement immédiat pour éviter le pire. Selon lui, le risque de surendettement devient une menace sérieuse pour la croissance du pays. Et enfin, une note d'espoir aux couleurs nationales. Le drapeau remis, les Lions s'envolent pour une nouvelle campagne continentale. Le sélectionneur Mamoussa Sissé veut faire mieux que la dernière édition avec une équipe plus affûtée. Fierté nationale, espoir de victoire et volonté de représenter dignement le pays sont au rendez-vous. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. À Thiaroye-sur-Mer, après la tempête, un calme précaire. La manifestation d'hier a laissé place à une accalmie, mais les frustrations restent vives. Les habitants dénoncent l'absence d'assainissement, l'étroitesse des rues, le manque d'infrastructures pour contrer les inondations et surtout ils accusent l'État de ne pas honorer les engagements pris pour la restructuration de leur localité. Des rues très étroites, passages difficiles pour les moyens de transport. Voilà l'urgence de restructurer Thiaroye-sur-Mer. Pourtant, l'État avait promis de le faire. Aujourd'hui, les populations exigent la réalisation du projet. Aujourd'hui, au vu de la situation, de la précarité de la commune, en termes d'assainissement, la commune ne dispose pas d'un plan d'assainissement défini. Et la commune ne dispose pas d'un réseau d'évacuation des eaux. Entre autres, tout ça sont des mots qui ne peuvent être, en tout cas, guéris que par la restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer. Les populations parlent d'injustice et de discrimination négative d'Alifort, Mbao, des communes restructurées, tandis que Thiaroye-sur-Mer est lésée de construction de stations dans le cadre du projet de la baie de Hann. Le projet de dépollution avance à grands pas. Mais à côté, le projet de restructuration de Thiaroye-sur-Mer n'est pas encore, nous ne sommes pas encore édifiés là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle hier, nous sommes passés à la vitesse supérieure. Et si nous en étions là hier, c'est parce que on a beau être pacifiste, la population s'est levée hier pour tout simplement exprimer sa colère. Non pas pour violer, mais pour exprimer sa colère, pour attirer l'attention des autorités à l'injustice qui guette Thiaroye-sur-Mer depuis des années. Aujourd'hui, à l'image de Yara, de Mbao, Thiaroye-sur-Mer compte bénéficier de cette restructuration pour avoir l'extension des voies. D'autres problèmes embêtent les populations dans le cadre des inondations. Il y a un manque criard d'infrastructures d'assainissement dans la commune. Bon, je ne vois aucun parce que pendant la saison des pluies, la population de Thiaroye-sur-Mer est une population très fatiguée parce qu'à propos des inondations, on n'a rien vu en provenance de l'État qui peut nous aider pour que ces eaux-là et ces inondations puissent sortir de ça. L'État est donc interpellé face aux préoccupations des populations. De demander à l'État de respecter ses engagements vis-à-vis de la commune. Parce qu'ils avaient dit qu'on va restructurer Thiaroye avec la baie de Hann. On n'a jamais contre la baie de Hann. Mais ce qui nous a mis en colère, c'est qu'on a commencé ces chantiers sans nous dire exactement là où aller. Donc tout ce que je peux dire, et tout ce que je veux, c'est de dire à l'État de respecter ses engagements et de donner à Thiaroye-sur-Mer ce qu'il lui doit de droit. Cette dernière ne lâche pas prise. Elle décide de maintenir la pression sur l'État.
En bref, et toujours à Thiaroye-sur-Mer, la mairie hausse le ton sur le projet de dépollution de la baie de Hann. Le maire Maître Mamadou Ndiaye alerte sur la réduction de l'émissaire en mer, une décision jugée dangereuse pour l'environnement. Il rappelle que le budget a été multiplié par 4, mais que Thiaroye, elle, attend toujours sa restructuration. La commune exige d'être pleinement intégrée au suivi du projet. Après les voies municipales, les écologistes entrent dans la danse. Mbacké Seck appelle l'État à un jubanti écologique pour soulager les 13 km de littoral de la baie de Hann. Une alerte qui vient renforcer les critiques sur la gestion environnementale du projet. Les populations de Thiaroye avaient fait de cette restructuration une demande sociale forte. Nous pensons que le gouvernement doit s'engager pour faire de la planification et trouver les ressources nécessaires pour restructurer Thiaroye, parce qu'on ne peut pas dépolluer la baie de Hann, on ne peut pas améliorer la qualité des eaux en laissant des milliers de tonnes de déchets sur les plages. À Hann, nous avons une amélioration sensible des déchets parce que simplement il y a une restructuration. Donc nous pensons qu'il est impératif que le gouvernement continue le processus de restructuration de Thiaroye, continue la planification, identifier les terrains qui feront l'objet de relogement des populations délocalisées. Parce que le grand problème, le président de la République prend un décret de cessibilité qui dure 2 ans. Ce décret a été pris par Macky Sall. Et en août prochain, le 6 août, ce décret arrivera à son terme, deviendra caduc. Mais qu'est-ce que cela va donner si les zones qui sont ciblées pour restructurer Thiaroye ne font plus l'objet de mesures conservatoires? Donc nous comprenons aisément la colère de cette population de Thiaroye, nous comprenons la position du maire et nous invitons le gouvernement du Sénégal à procéder à un jubanti écologique. L'amélioration du cadre de vie est une nécessité. Le plaidoyer sénégalais dépasse désormais les frontières suite à la conférence de l'ONU sur l'océan. Mbacké Seck propose un encadrement strict des exploitations d'énergie fossile. Il milite pour un code de littoral plus rigoureux afin de protéger les côtes africaines. La ville de Nice avait accueilli la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Une rencontre à laquelle la communauté scientifique, soucieuse de la bonne gouvernance de l'océan, avait alerté et orienté l'action des chefs d'État pour le climat. Au sortir de ses plaidoyers, l'écologiste Mbacké Seck énumère des points de déception. Nous aurions voulu que la déclaration des chefs d'État prenne en compte les énergies fossiles, excepté en haute mer. Ces derniers impactent négativement les océans. Nous déplorons aussi l'absence des États-Unis qui ont un poids non négligeable, sans oublier que notre président de la République aurait dû prendre part à la rencontre. Au titre des satisfactions, la sentinelle de la baie de Hann salue les signatures d'accords pour la préservation de l'écologie maritime. L'accord des exploitations minières et le décret sur le plastique en première ligne. Le Sénégal a le 10 juin dernier signé un traité contre le plastique. On doit l'appuyer avant de le présenter à l'Assemblée nationale. Mais le président doit avoir un décret d'application. Pendant ce temps, la mer est agressée de partout et aux conséquences multiples. Sous nos cieux, la pêche tourne au ralenti, l'environnement maritime en chute libre, d'où le plaidoyer pour des politiques à la hauteur des agressions. Nous avons 9 lois qui s'en chargent, mais malheureusement, depuis 15 ans, nous courons derrière la tarification de la loi sur le littoral. Le premier acte fort du régime en place devrait être cette cause pour l'environnement. Cette loi sur le littoral que nous attendons depuis 15 ans. Mbacké Seck invite à une large concertation entre les différents acteurs pour sauver les océans afin d'en tirer profit au maximum. Encore la semaine nationale de l'environnement bat son plein. Le maire invite à une réflexion collective sur l'érosion côtière et l'avancée de la mer. Il appelle l'État à s'engager davantage pour faire de Ngor une destination touristique forte et résiliente. Lors du 18e congrès mondial du club des plus belles baies au monde, Ngor a réussi à intégrer le club des plus beaux sites littoraux de la planète Terre, prétexte pour qu'à l'occasion de la semaine de l'environnement initiée par la municipalité, le maire Magueye Ndiaye est revenu sur l'importance et la portée de cette activité
qui participent au rayonnement de la commune. Nous ne sommes pas limités à une journée, mais nous en faisons toute une semaine. Et cette semaine commence par un panel où on invite des spécialistes qui vont débattre des questions liées à l'environnement, à l'écologie, parce qu'on Ngor également a ce qu'on a de plus précieux, c'est notre environnement, parce que nous avons un écosystème assez spécial. Nous avons un environnement spécial, nous avons une baie qui a été classée tout récemment parmi les plus belles baies au monde, donc ce qui exige une responsabilité supplémentaire. Donc c'est l'importance de cette journée. Cette deuxième édition du genre a vu la participation d'experts en la matière, mais surtout de la présence du représentant du ministre de l'Environnement. Nous allons mettre en place des équipes qui viendront donc sur place accompagner Monsieur le maire et ses équipes dans cette importante activité qui est une activité dévolue au ministère de l'Environnement, mais qui est portée à main de maître par Monsieur le maire de la commune de Ngor. Ngor, havre de paix et de repos, le maire invite les autorités à davantage accompagner les collectivités, notamment sur la question de l'avancée de la mer et l'érosion côtière. L'avancée de la mer, c'est des questions qui nous dépassent. Les solutions, c'est des solutions lourdes d'investissement. Donc, c'est inviter l'État à échanger avec la collectivité, à accompagner la collectivité à aller vers ça. Nous avons une île également. Donc, qui dit, nous avons cette spécificité. Nous avons une île, nous avons une baie classée parmi les plus belles au monde. Donc, nous avons l'obligation, mais c'est pas Ngor, parce que la baie se trouve au Sénégal, donc c'est l'État du Sénégal qui est invité, c'est l'État du Sénégal aujourd'hui qui est sensibilisé et qui devra se mobiliser. Cette journée d'ouverture constitue un nouveau départ pour davantage faire de Ngor une destination touristique. Dans la même commune, la pression monte autour des Almadies. La forte présence d'étrangers dans la zone préoccupe les autorités locales. Le maire Magueye Ndiaye appelle l'État à renforcer la sécurité dans cet espace stratégique de la capitale, une démarche préventive face à la transformation rapide du quartier. Donc nous avons l'obligation, mais ce n'est pas Ngor, parce que la baie se trouve au Sénégal, donc c'est l'État du Sénégal qui est invité, c'est l'État du Sénégal aujourd'hui qui est sensibilisé et qui devra se mobiliser pour accompagner la commune de Ngor. Inviter l'État spécialement à être plus regardant dans le quartier des Almadies, qui est un quartier résidentiel, mais malheureusement qui aujourd'hui, on voit avec l'encombrement de personnes venues dans les pays limitrophes qui commencent à s'installer, ce qui dépasse les prérogatives de la collectivité. J'invite l'État à accompagner, non seulement à améliorer le cadre de vie, à investir dans le cadre de vie, mais également à assainir également tout ce quartier des Almadies et les autres quartiers de la commune de Ngor. Côté finances publiques, les derniers rapports trimestriels d'exécution budgétaire sont enfin disponibles. Ils révèlent une forte mobilisation des ressources et un taux élevé d'exécution des dépenses, mais l'endettement reste préoccupant. Le gouvernement devra redoubler d'efforts pour assurer une gestion plus soutenable. Le ministère des Finances et du Budget a publié les rapports d'exécution budgétaire du dernier trimestre 2024 et du premier trimestre de l'année 2025. À la fin du mois de mars 2025, les ressources mobilisées dans le cadre du budget général atteignent un peu plus de 1027 milliards de francs CFA, soit près de 21% des prévisions annuelles, une hausse d'environ 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Les ressources internes du budget général ont représenté l'essentiel des recettes, atteignant 1019,82 milliards pour un objectif trimestriel de 1060,70 milliards, soit un taux de réalisation de 96,15%. Constitué de recettes fiscales et non fiscales, le recouvrement de ces ressources internes enregistre une progression de 12% par rapport à la même période de l'année 2024. Du côté des financements extérieurs, les dons restent encore très modestes, avec seulement 8 milliards de francs CFA destinés essentiellement à des projets d'investissement. Les dépenses, elles, s'élèvent à 1419 milliards de francs CFA pour le premier trimestre de l'année 2025. Ce montant correspond à un taux d'exécution très élevé, 99,97% des crédits liquidés. Mais cette dynamique s'accompagne d'un niveau de dette très important. La dette globale des 176 structures publiques est estimée à 792,88 milliards de francs CFA. Elle comprend 262,67 milliards de dettes d'exploitation et 530,21 milliards de dettes bancaires.
Une situation budgétaire en amélioration sur le plan des recettes, mais qui appelle à une gestion rigoureuse de la dépense et de l'endettement. En bref, Pape Malick Ndour lui tire la sonnette d'alarme. Il dénonce un trou de 40 milliards dans les recettes et des investissements au plus bas. Pendant ce temps, 8 milliards sont injectés dans l'achat des véhicules pour les députés. Il interpelle le gouvernement sur ce qu'il qualifie de graves incohérences budgétaires. Même constat du côté de Thierno Bokoum. Il met en lumière la baisse brutale des investissements publics et une explosion des dépenses salariales. Le discours de rupture ne suffit plus, dit-il. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'État investisseur est à l'arrêt alors que le pays manque de signaux forts. L'économiste Amat Ndiaye appelle à un redressement budgétaire urgent avec un déficit estimé à 12%. Il juge le niveau d'endettement insoutenable à long terme. Il alerte sur les risques pour la croissance économique et si rien n'est fait, rapidement un appel à la rigueur adressé à l'exécutif. Le Sénégal vit en ce moment au-dessus de ses moyens. C'est le point de vue du professeur Amat Ndiaye, après avoir parcouru les rapports d'exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025. De l'avis de l'économiste, la situation des finances publiques sénégalaises est très préoccupante. Bon, j'ai relevé 5 points. C'est que ce qu'on me dit, c'est que les recettes fiscales ont bien augmenté en 2025 par rapport à 2024. Mais les ressources extérieures sont presque inexistantes. Ça, c'est quand même un peu inquiétant. En termes de dons, c'est très limité. Mais ce qu'on a noté aussi, qu'il y a une explosion des charges d'intérêt, les intérêts de la dette. Et ça, c'est une préoccupation. Et deuxième préoccupation, quatrième préoccupation, c'est que aussi les investissements publics ont beaucoup diminué. Et donc, je pense qu'il va falloir rectifier à ce niveau. L'enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD se dit préoccupé par le déficit budgétaire, estimé à 12%. Selon lui, l'État encourt un risque énorme de surendettement. Donc ça devient insupportable parce que dès que vous avez un déficit budgétaire, il faut vous endetter. Mais si le déficit est très élevé, à 12%, alors que la norme d'un déficit sain, si on peut dire, c'est 3%. Mais si on a 12%, et ça va être très difficile. Un redressement budgétaire s'impose comme une urgence afin de rétablir la soutenabilité des finances publiques, d'après lui. Il faudra réduire peut-être le train de vie de l'État en termes de dépenses fonctionnelles. Il faudra regarder la question de subventions. Et ça, c'est très sensible. Les subventions coûtent cher. Donc, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, le gouvernement ne va pas avoir la capacité financière pour mener, mettre en route sa vision 2050. Là, il va courir dans le cercle déficit budgétaire endettement. Ce redressement exige un réel courage politique, car il impliquera nécessairement des décisions difficiles et parfois sensibles sur le plan social, avertit l'expert. Alors que les mouvements de grève se multiplient, le DG du 3FPT, Babo Amadouba, tient à rassurer. Il estime que les mesures convenues avec les syndicats sont en cours de mise en œuvre, mais il appelle à la patience pour éviter de rompre le pacte social fraîchement signé. Oui, en fait, il faut revenir sur qu'est-ce qu'on a mis dans le pacte social. Dans le pacte social, il y avait 3 entités. Il y avait le gouvernement, représentant l'État du Sénégal. Il y avait les travailleurs qui étaient représentés par les syndicats. Il y avait aussi le patronat. Maintenant, lorsqu'on a commencé le débat, chacun a montré ses attentes. Le gouvernement a donné ses attentes, les syndicalistes les attentes, ainsi que le patronat. La deuxième partie, maintenant, chacun s'est engagé. Le gouvernement s'est engagé, le patronat s'est engagé, les syndicalistes s'est engagé. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qui n'a pas respecté son engagement? Souvent, les gens sont pressés. Parce que moi, je me dis, dans toute chose, il y a 3 phases qu'il faut forcément respecter, agencer. Il y a d'abord une phase analytique. Tu analyses la situation dans laquelle tu vas faire des promesses. Ensuite, il y a la phase stratégique. Je prends des décisions. Voilà ce que je compte faire avec les moyens. Enfin, la phase opérationnelle. Mais chaque fois, lorsqu'on entend les gens parler, toujours on a l'impression qu'il n'y a que l'État qui doit faire. Or, il faut lire le pacte social. Les 3 parties se sont tous engagées. Le Conseil national de la jeunesse a restitué son programme Xëyu Ndaw ñi. Son président demande à l'État de revoir la gouvernance du projet. Il fustige les recrutements politiques récents et appelle à une restructuration en profondeur.
après la présentation du consultant, je pense qu'il y a des choses à revoir en ce qui concerne le programme Xëyu Ndaw ñi. D'abord par rapport au recrutement, éviter des recrutements politiques en ce qui concerne le programme Xëyu Ndaw ñi et aussi assurer la pérennisation des emplois créés par rapport au programme Xëyu Ndaw ñi et aussi par rapport aux rémunérations, augmenter les primes et les salaires des jeunes qui travaillent dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. L'autre chose aussi, c'est d'impliquer davantage les partenaires techniques et financiers et surtout les organisations de jeunes par rapport à la mise en œuvre. Et aussi demander à l'État d'élaborer une nouvelle politique pour l'emploi des jeunes. À Kédougou, focus sur la protection de l'enfance en milieu scolaire. Une conférence a réuni acteurs locaux et autorités pour harmoniser les efforts. Le sous-préfet adjoint Papa Latir Mbaye plaide pour une action concertée dans tout le département. La protection des enfants qui sont dans les différents établissements scolaires de Kédougou est un pilier fondamental pour le développement de notre région. Ainsi, plusieurs organisations qui luttent contre la violence envers les enfants plaident pour une mutualisation des efforts. Je dirais que la conférence elle est très importante pour moi parce qu'elle m'a permis de savoir des choses que je ne savais pas. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et je souhaite que ça continue. Et Inch'Allah, une fois retourné à Salémata, je partagerai les connaissances acquises ici avec mes autres camarades et amis. De la prévention des violences qui sont faites aux enfants de manière globale et l'accompagnement également. Comment faire pour accompagner ces jeunes-là dans le cadre de la protection. Il s'agissait aussi d'inviter d'autres autorités, à savoir l'administration judiciaire. Il y avait le procureur de la République, également le président du tribunal pour enfants qui a animé la conférence. Prévenir les violences et protéger des jeunes en milieu scolaire reste leur credo. La conférence entre dans le cadre d'un prolongement d'un travail de longue haleine qu'on a eu à faire dans le cadre de la protection et de la prévention des violences en milieu scolaire. C'est à l'issue d'un long processus de formation, de séries de sessions que l'on a pu mettre en place ce dispositif communautaire de première écoute pour voir comment au mieux on peut participer à la prévention des violences en milieu scolaire, en faisant participer bien entendu tous les acteurs de la protection qui sont au niveau externe. Plusieurs stratégies ont été mises sur pied par les différents CDPE dans les différents départements de Kédougou, Saraya et Salémata en collaboration avec Plan International dans le cadre du projet Girl English pour faire le suivi ici à Kédougou. En sport, basketball, CAN féminine, les Lionnes du Sénégal sont prêtes. Elles ont reçu le drapeau du Sénégal ce mardi avec l'engagement de défendre fièrement les couleurs du pays. Le sélectionneur Mamoussa Cissé fixe la barre plus haut et faire mieux que lors de la dernière édition, une mission patriotique et sportive. Je vous invite à faire de nos valeurs sénégalaises un viatique. Il s'agit notamment du Djom et du fil. Des mots qui traduisent l'espoir placé en ces lionnes. Des lionnes qui retournent en savane africaine à la conquête d'un trophée continental. Les filles de Mamoussa Cissé ont reçu le drapeau national des mains du secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Moussa Diagne, avec un message bien clair. Je suis persuadé que vous êtes animés par le désir de combler de joie les Sénégalais à l'occasion de ce grand rendez-vous du football féminin africain. Faites surtout preuve de solidarité. Soyez unis par un seul objectif. Jouez ensemble afin d'honorer la nation sénégalaise. L'objectif fixé, le dernier carré. Vous endossez la lourde responsabilité, mais aussi l'insigne honneur de défendre et d'honorer les couleurs nationales. Vous aviez franchi le cap des matchs de poule. Pour l'édition de la CAN 2025, il va falloir vous surpasser pour offrir à votre nation une demi-finale et pourquoi pas même le trophée. Avant de quitter Dakar le 27 juin prochain pour l'Algérie, où elles tiendront un camp de préparation, le sélectionneur s'est dit conscient des enjeux. Nous savons ce que nous représentons pour ce pays-là et ça nous pousse à nous donner davantage, à nous investir davantage pour pouvoir mériter
cet honneur. Nous savons que nous avons une mission. Nous avons aussi à écrire l'histoire du football de ce pays et nous sommes conscients des enjeux et nous allons nous battre pour cela, Inch'Allah. Quart de finaliste lors de la précédente campagne, le Sénégal va évoluer dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Les Lions vont d'ailleurs affronter la RDC le 6 juillet prochain pour leur premier match. Et pour finir, un tour rapide de l'actualité mondiale, des informations venues du Moyen-Orient, de la Russie et enfin du Mali et de la Guinée en format Telegram. Mardi matin, le président américain Donald Trump a annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran après plusieurs jours d'escalade militaire dans la région. Cette trêve, saluée initialement comme une percée diplomatique, semble cependant fragile. Moins de quelques heures après l'annonce, le président américain a accusé les deux camps de ne pas respecter les termes de l'accord. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a tenté de rassurer l'opinion publique. Tous les avions vont faire demi-tour et rentrer. Personne ne va être blessé. Une déclaration empreinte de fermeté, mais aussi d'inquiétude face à une situation toujours instable sur le terrain. Trump, qui multiplie les initiatives personnelles sur le plan diplomatique, a également tenu à préciser sa position sur l'avenir de la République islamique d'Iran. Je ne veux pas de changement de régime en Iran. Cela ne ferait que semer le chaos dans la région. Le cessez-le-feu survient après plusieurs jours d'échanges de frappes entre les forces israéliennes et iraniennes, marqués par des pertes humaines, des destructions d'infrastructures militaires et une montée des tensions diplomatiques à l'échelle mondiale. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a été reçu lundi au Kremlin par son homologue russe Vladimir Poutine dans le cadre d'une visite officielle hautement symbolique. Ce déplacement à Moscou vise à renforcer les liens politiques, économiques et sécuritaires entre le Mali et la Russie dans un contexte de redéfinition des alliances internationales pour Bamako. Lors de leur entretien, les deux chefs d'État ont évoqué plusieurs dossiers majeurs, notamment la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme au Sahel, ainsi que les perspectives de partenariat dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de l'éducation. Le président Goïta a salué le soutien constant de la Russie, soulignant que Moscou a été un partenaire fiable dans des moments cruciaux pour le Mali. De son côté, Vladimir Poutine a réaffirmé la volonté de la Russie d'accompagner les efforts maliens pour assurer la stabilité et le développement du pays. Depuis la rupture progressive des liens entre le Mali et ses partenaires traditionnels occidentaux, notamment la France et certains pays européens, Bamako s'est tourné vers de nouveaux alliés, au premier rang desquels figure la Russie. La tension est vive au sein du barreau guinéen. En réaction à l'enlèvement brutal de l'un de leurs confrères samedi dernier à son domicile, les avocats guinéens ont décidé d'entrer en grève pour une durée de 2 semaines. Cette mobilisation inédite par son ampleur vise à dénoncer ce qu'ils considèrent comme une atteinte grave aux droits de la défense et à l'état de droit. Réunis en assemblée générale dans la capitale ce lundi, les membres de la corporation ont exprimé leur indignation face à ce qu'ils qualifient de dérive sécuritaire inacceptable. Selon plusieurs témoignages, l'avocat aurait été enlevé par des hommes en civil non identifiés sans mandat ni explication officielle, puis conduit vers une destination inconnue pendant plusieurs heures. Les avocats exigent non seulement des explications claires de la part des autorités, mais aussi des sanctions contre les auteurs présumés de cet enlèvement. Ils réclament par ailleurs des garanties pour la sécurité des professionnels du droit dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.